Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Est-ce à la jeunesse d'éduquer les adultes sur l'urgence climatique? Est-ce une préoccupation réelle ou tout simplement une façon de se donner bonne conscience et de rejeter la faute sur les générations antérieures? Ou alors est-ce que leur engagement leur permet au contraire de garder espoir? On en parle tout de suite avec le climatologue François-Marie Bréon. Faire évoluer les mentalités et lutter contre l'homophobie, c'est l'objectif du film PD. Son auteur ainsi que son acteur principal seront avec nous en seconde partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Et cette semaine, on leur a demandé ce qu'ils pensaient de la Saint-Valentin. Mais tout de suite, c'est l'actualité en bref avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors on commence avec l'appréhension des lycéens qui vont passer leurs épreuves anticipées pour la première fois au mois de mars. Eh bien oui, le nouveau bac est entré en vigueur il y a déjà 3 ans pour l'année scolaire 2019-2020. Mais le souci, c'est que ces épreuves d'enseignement de spécialité devaient avoir lieu au mois de mars 2020. Problème, il y avait une pandémie mondiale qui avait obligé à annuler ces épreuves. Puis l'année suivante, pour faire face au retard, à les décaler au mois de mai. Depuis, il n'y avait pas eu de retour sur ce décalage. Et Pape Ndiaye, il a signé la fin de récré puisque les épreuves auront lieu comme initialement prévu par la loi du 20 au 22 mars cette année. Conséquence directe, les notes de ces épreuves d'enseignement spécialité compteront pour le dossier Parcoursup. Et ça angoisse fortement les élèves et les enseignants. Interrogés par le quotidien 20 minutes, Sophie Vénétité, des secrétaires générales du SNES-FSU, explique que les élèves ne sont pas prêts, et ce, dans toutes les disciplines. On voit les chapitres au pas de charge et on bouclera à coups de dossiers polycopiés. Les professeurs sont pris en étau entre les injonctions institutionnelles et la difficulté de tenir ce rythme. À noter que les épreuves compteront quand même pour 32% de la note finale du bac. Et rappelons aussi, Guillaume, que les inscriptions pour Parcoursup dont vous venez de parler se termineront le 9 mars. Il reste donc 3 semaines aux élèves de terminale pour faire leurs vœux. Les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture font le bilan de 5 années de Pass Culture. Eh bien oui, happy birthday, le Pass Culture. C'était cette décision d'Emmanuel Macron dans son programme en 2017. Pour rappel, c'est un crédit progressif accordé à chacun à partir de l'âge de 15 ans, 20 €, puis à 16 et 17 ans, 30 € et à 18 ans, 300 €, alors qu'on dépense pas n'importe où, mais qu'on dépense dans la culture. Depuis son lancement, le Pass Culture a été utilisé par près de 2,8 millions de jeunes qui ont pu découvrir ainsi des événements artistiques, culturels à proximité, acheter des livres, beaucoup de mangas, on en a déjà parlé ici, et participer également à des sorties culturelles. Depuis janvier 2022, ce Pass Culture pour tous, il a été renforcé par un Pass Culture collectif. L'objectif, c'est de permettre aux élèves dès la 4e de se rendre en groupe à des événements culturels, donc avec leur classe. Résultat des courses, le ministère de la Culture, il alloue chaque année 185 millions d'euros pour la partie individuelle, et le ministère de l'Éducation nationale complète avec 51 millions d'euros pour favoriser l'émancipation culturelle des jeunes. Le résultat, il est assez sympathique aussi pour la culture. Non seulement ça aide les jeunes, mais il y a des chiffres et un impact réel sur la culture. Le Pass Culture, il a contribué à la vente de 4,4 millions de billets de cinéma, 7,7 millions d'exemplaires de livres et plus de 267 000 références différentes. Un vrai boost aussi pour la reprise culturelle. Allez, on poursuit le tour de l'actualité du jour avec les enfants qui boudent les produits bio. Eh bien oui, c'est le grand paradoxe. On voudrait que les jeunes prennent de plus en plus de bio, mais dans les faits, ça ne plaît pas. Une enquête réalisée par le Coralim, INRAE et CNRS a analysé des classes de 6e et leurs usages du bio, des légumes et des fruits. Résultat, 15% seulement des jeunes déclarent aimer les produits bio et les fruits et légumes, et 9% les citent parmi les pires menus qu'il puisse y avoir. Et le problème, c'est que ça génère énormément de restes à la cantine. Alors comment expliquer ce phénomène? 2 pistes, la sociologie et la famille. La sociologie d'abord. Les légumes sont davantage dépréciés par les enfants des classes populaires. C'est Christine Tichit, démographe chercheuse à l'INRAE, qui le dit. Et puis les premiers influenceurs de la culture alimentaire sont les familles. Ceux qui ont le moins d'influence sont les personnels de restauration qui ne peuvent se battre contre le mépris de leur métier. Il faut savoir qu'il y a une loi qui fixe des objectifs très clairs en termes de bio, en termes de circuits courts. Il y a donc un vrai travail d'éducation
populaire à mettre en place dès le plus jeune âge. Guillaume, on termine avec cette histoire surprenante. À Plan-de-Cuc, dans les Bouches-du-Rhône, un élève de 7 ans sème la terreur à l'école. Oui, on aurait presque envie d'en rire si ça n'était pas vrai et dramatique. Depuis la rentrée de septembre, on est à l'école primaire Robert Debré. Un élève en classe de CP-CE1 de tout juste 7 ans est devenu la terreur de son école. En cause, un comportement violent vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des jeunes aussi, de ses camarades, et puis des insultes qui pleuvent. Bref, le jeune est tout simplement incontrôlable. 4 professeurs ont tenté de donner cours à cette classe et ont tous jeté l'éponge. Ils n'arrivent pas à contrôler la terreur de 7 ans qui sévit dans ce lycée. Alors, les faits sont suffisamment graves puisqu'une vingtaine de signalements ont été faits à l'académie. En vain, rien ne bouge. Des plaintes ont même été déposées contre l'élève qui a tout juste 7 ans. Rappelons-le, la situation ne bouge pas. Les parents d'élèves ont donc décidé de se monter en collectif. Tout ça est très sérieux et très inquiétant à la fois. Un collectif qui veut des réponses claires et surtout une menace. Si rien n'est fait d'ici la rentrée des classes le 27 février prochain, ils bloqueront l'école. Ce qui est terrible, c'est de voir que c'est l'enfant qui reste et les professeurs qui partent. 4 ou les professeurs, autres, voilà, les autres élèves ou parents d'élèves qui fuient en fait. Merci beaucoup Guillaume. Alors la question du jour, est-ce à la jeunesse d'éduquer les adultes sur l'urgence climatique? On en parle tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir François-Marie Bréon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur, physicien, climatologue. Alors pour commencer, j'aimerais citer, si vous le voulez bien, un article de Nicolas Truong dans Le Monde qui commence son article comme ceci. Des jeunes diplômés en quête de sens annoncent qu'ils ne perdront pas leur vie à la gagner. Des activistes aspergent de soupe à la tomate les tournesols de Van Gogh afin d'alerter sur l'urgence climatique. Une génération Covid perçue comme sacrifiée, une génération éco-anxieuse à qui on ne peut enlever l'impression que les boomers ont essoré une planète désormais surchauffée. Évidemment, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Alors, c'est très bien d'alerter sur l'urgence climatique avec laquelle je suis entièrement d'accord et je pense qu'on n'en parle malheureusement pas assez. Maintenant, je regrette un petit peu la position de certaines personnes qui sont particulièrement bien formées, certains ingénieurs, qui ont décidé de sortir de la société plutôt que d'utiliser leurs compétences pour essayer de trouver des solutions. Donc voilà, leur combat est respectable, leur avis est respectable, mais ce n'est pas quelque chose que je partage moi-même. Je suis plutôt à la recherche de d'abord convaincre les populations sur la nécessité d'une certaine sobriété et d'autre part d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir vivre encore correctement, mais en utilisant moins de combustibles fossiles, puisque à la base, le changement climatique, il est lié à l'utilisation de combustibles fossiles et je pense qu'il existe des solutions à continuer à vivre, sans doute pas exactement comme aujourd'hui, mais quand même en gardant un certain confort sans utiliser ces combustibles fossiles et essayer de faire ça assez vite. Ce dont vous parlez, ceux qui sont en dehors de la société, ceux qui sortent de la société, qui sont-ils ? Ça veut dire que ce sont des gens qui se mettent en marge et qui décident soit d'être dans la désinformation ou dans le contre, en fait, c'est ça ? C'est ce que vous contestez ? Non, en fait, je n'étais pas forcément clair, mais je faisais référence à des choses qui avaient été assez médiatisées l'année dernière, enfin en tout cas à la fin de l'année universitaire, où des élèves d'écoles d'ingénieurs avaient fait des déclarations assez retentissantes en disant que finalement leur formation ne servait pas à grand-chose et qu'ils avaient décidé d'aller sortir de la société, ce qui veut dire aller vivre un peu dans l'équivalent de ce qui avait été fait dans les années 60, aller vivre dans le Larzac ou aller vivre dans des ZAD, c'est-à-dire ne pas utiliser ce pourquoi ils ont été formés pour chercher des solutions à la crise climatique dans laquelle on est, mais plutôt à dire moi je sors de cette société. Éventuellement, ça veut dire qu'ils ne vont pas contribuer
autant que les autres à la problématique du changement climatique, mais en tout cas, ils ne vont pas chercher des solutions par rapport à ça. Bon, maintenant, voilà, c'était à ça que je faisais référence. D'accord, maintenant, il y a aussi, voilà, donc maintenant, il y a aussi des gens qui n'ont pas conscience de la crise climatique, voire qui disent oui, il y a une crise climatique, mais moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre à fond, pouvoir continuer à aller en vacances, pour pouvoir continuer à avoir des grandes maisons. Et ceux-là, je pense, vraiment se trompent. Et il faut arriver à les convaincre que la crise climatique est réelle, qu'elle va avoir des conséquences graves, peut-être pas sur ma génération, mais sur les générations futures, et que donc nous avons un devoir de limiter les émissions de gaz à effet de serre, justement, pour protéger ces générations à venir. Alors ce devoir, c'est de ce dont parlent effectivement beaucoup de jeunes, on l'a vu pendant l'élection présidentielle, ce sont les premiers à être concernés justement par la thématique du réchauffement climatique, par l'écologie de manière générale. Ces jeunes-là prennent de plus en plus de place dans les débats. Or, ceux dont on vient de parler, qui effectivement sont partis peut-être vivre dans le Larzac et se sont dit bon, finalement nous on refuse tout, même si à leur façon ils contribuent aussi à cela, mais d'une autre manière. Je parle de ceux qui sont très actifs, voilà, ceux qui sont très engagés. Évidemment, on a tous en tête le mouvement Dernière Rénovation, qui font des actions pour alerter sur cette urgence climatique. Les jeunes, en tout cas, manifestent de plus en plus. On le voit aussi par rapport aux retraites, par rapport à leur positionnement. Est-ce que c'est à la jeunesse qui va arriver, selon vous, alors vous aussi bien entendu, mais la jeunesse qui va, selon vous, arriver à faire changer les choses, bouger les lignes? Ça, c'est pas une question pour un climatologue, très franchement, c'est plus une question pour un sociologue. En tout cas, moi, j'espère que effectivement ceux qui s'impliquent dans cette direction vont avoir le succès qu'ils méritent. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, les jeunes, ceux qui sont encore lycéens, voire jeunes étudiants, malheureusement, c'est pas eux qui ont le pouvoir actuellement, mais très clairement, ils sont amenés à avoir le pouvoir. Enfin, ma génération va disparaître progressivement. Et donc, c'est la génération de ces jeunes-là qui va avoir les leviers d'action et donc qui va pouvoir faire des choses. Maintenant, il faut leur donner les moyens de mettre en œuvre ce qu'ils promeuvent le plus vite possible. Ceci dit, n'oublions pas quand même qu'il y a effectivement des gens qui sont très actifs et très visibles. C'est pas forcément la majorité. J'ai bien peur qu'il y ait une majorité dont l'objectif premier, c'est de continuer à vivre dans le confort moderne et pas nécessairement d'aller vers la décroissance à laquelle aspirent ceux qui sont vraiment activistes. Il faut bien voir que les plus actifs, les plus bruyants, ne sont pas forcément les plus nombreux. Alors évidemment, c'est votre regard en tant que chercheur, physicien et climatologue qui nous intéresse. Juste, je rebondis encore une fois juste sur l'aspect jeunesse et il va en parler après effectivement de ce constat terrible et des actions et des solutions. Mais juste sur la jeunesse, est-ce que ce fameux, toujours Nicolas Truong, parle d'inversion de la transmission? Autrement dit, est-ce que c'est une sensibilisation des plus jeunes auprès de l'ancienne génération qui s'opère aujourd'hui, voire même un apprentissage qui se ferait? Alors évidemment, votre regard, vous, en tant que connaisseur, en tant que sachant, par rapport aux jeunes générations qui ont un avis sur la question, qui sont engagées, mais qui sont évidemment beaucoup moins renseignées que vous, ont l'air de porter une parole qui est un peu moins celle de la génération des Quadras, Quinca et autres. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de jeunes qui sont extrêmement actifs dans cette direction-là, qui mettent en avant, pour qui la première priorité, c'est effectivement la lutte contre le changement climatique. Mais comme je disais, j'ai peur que ces gens-là ne soient pas une majorité. Je regrette, quand je regarde dans ma famille, j'ai un certain nombre d'enfants, j'ai des neveux, et je vois que parmi ces gens-là, malheureusement, leur volonté de vivre le type de vie que nous avons vécu, en allant passer le week-end à Barcelone, voire aller faire leurs études à l'autre bout du monde en revenant en France 2 fois par an, c'est encore quelque chose qui est très présent parmi les gens qui m'entourent. Donc la lutte contre le changement climatique est probablement la priorité de certaines personnes qui sont très actives, et je les en remercie.
mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment une majorité. Alors comment expliquer justement cette dichotomie entre tous ceux qui disent que c'est le sujet numéro 1, qui sont tous ça dans la rue à dire c'est terrible, le rapport du GIEC nous alerte, aujourd'hui chaque jour on le voit, on a vu des pluies diluviennes, on a vu des catastrophes climatiques partout en France et ailleurs. Comment expliquer cette préoccupation qui semble être générale, et vous le dites pour autant, et j'avoue que c'est un peu mon avis aussi, qui pourtant en fait est extrêmement restreinte et continue de jeter des plastiques partout, continue de prendre l'avion, etc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait notre boulot de journaliste, de sachant? Enfin, c'est toujours la dichotomie entre... en fait, c'est la tragédie des communs. C'est-à-dire qu'on se dit que oui, bon, si je prends l'avion pour aller à l'autre bout du monde, finalement, mon impact à moi sur le climat, il n'est pas si important que ça. Donc, je peux me permettre ce petit écart à mes convictions, alors que nous sommes tous conscients que ce modèle-là, il n'est pas applicable à tout le monde. Et je vais vous dire, même dans mon entourage professionnel, moi, donc, je travaille dans un laboratoire de climatologie. Donc, ça fait 20 ans que mes collègues sont persuadés qu'il y a un problème avec le climat. Et ben, c'est pas pour ça que, depuis 20 ans, ma communauté de scientifiques a un comportement soutenable à long terme. Parce que, comment c'est possible? Si vous-même, alors que vous travaillez justement sur ce sujet-là, vous n'êtes pas, enfin je ne parle pas vous en tant que François-Marie Bréant, mais je parle dans votre entourage, si tous vos collègues qui travaillent justement sur ce sujet ne sont pas tout à fait portés de manière quotidienne sur la question, comment on peut arriver à convaincre toute une population de changer son mode de fonctionnement et de comportement? Je ne sais pas. Alors partons du constat, soyons extrêmement positifs, en tout cas tentons de comprendre la situation. Oui. Déjà un constat clair, François-Marie Bréant, que se passe-t-il clairement et vers quelle catastrophe on se dirige, sachant qu'on en a connu plein d'autres déjà l'été dernier, l'hiver dernier, et on en connaîtra d'autres encore? On se dirige vers des canicules à répétition, on se dirige vers des sécheresses agricoles à répétition, on se dirige vers des catastrophes du type incendie de forêt, vers des problèmes de production alimentaire qui ne permettront plus de nourrir la population comme on le fait aujourd'hui. Et donc, on se dirige vers des migrations imposées du cause de ça. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont nécessairement nous arriver, qui sont annoncées. Maintenant, je ne veux pas faire dans le catastrophe, il y a quand même des choses qui s'améliorent. Déjà, moi, il y a 10 ans, je passais mon temps à lutter contre les climato-sceptiques qui avaient encore une place énorme dans les médias. Je veux dire, les Claude Allègre ou les gens comme ça étaient très présents justement dans ces médias mainstream. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, il y a au moins une prise de conscience de l'ensemble de la population. La lutte contre le changement climatique est très présente dans les programmes de tous les partis politiques. Donc la prise de conscience, elle est là. Je veux dire, les choses s'améliorent de manière incontestable. Et puis, il y a quand même si on peut penser que l'action du gouvernement là-dessus n'est pas assez rapide, n'oublions pas qu'il y a quand même des choses qui sont faites. Je veux dire, il y a de l'interdiction des chaudières à combustible fossile dans les maisons, c'est une réalité. Le fait qu'on nous annonce qu'il n'y aura plus de voitures thermiques qui seront mises en vente à l'échéance 2035, c'est une réalité. Le développement des énergies renouvelables et du nucléaire, qui sont deux énergies bas carbone, c'est une réalité aussi. Je veux dire, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens. On peut dire que ça ne va pas assez vite, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui vont dans le bon sens. Et le discours ambiant n'est pas du tout le même que celui qu'il y avait il y a 10 ans. Oui, disons qu'en fait, c'est un peu confusant aussi pour les Français. On peut le comprendre avec tout ce que l'on vit en ce moment, l'inflation de manière générale, mais surtout du prix, effectivement, de l'électricité, du gaz et autres. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment se positionner à la fois sur l'aspect climatique, sur cette urgence-là, sur l'aspect écologique, et en même temps sur la réalité du quotidien et de son porte-monnaie. C'est ça, mais en fait, c'est plutôt le gouvernement qui fait face justement à cette problématique. D'une part, il y a une exigence de lutter contre le changement climatique et par conséquent de diminuer notre consommation d'énergie fossile. Et puis d'autre part, il y a une exigence de la population, il y a une exigence des électeurs de pouvoir continuer à consommer comme ils le souhaitent. Et par conséquent, il ne faut pas que les combustibles fossiles soient très chers. Et ça, pour le coup, pour moi, une grosse faute du gouvernement
gouvernement, ça a été de mettre cette ristourne sur le prix de l'essence. Je pense qu'on avait une occasion de dire, mais non, aujourd'hui, les combustibles fossiles ont un impact sur le climat, donc c'est normal d'avoir leur coût qui augmente. Donc en plus, on était dans une situation qui était potentiellement favorable pour faire cette annonce. Et je regrette qu'il y a eu justement ce coup de pouce justement pour rendre l'essence et les autres combustibles fossiles finalement moins chers que leur impact sur la planète devrait imposer. Quelle est votre position justement sur l'énergie nucléaire? Parce que vous en parliez à l'instant. Pareil, ça a été complètement flou, la fermeture des centrales. Tout d'un coup, on nous dit qu'il faut plus repasser par le nucléaire, l'énergie nucléaire, pour justement être davantage dans cette préservation finalement de la planète et dans cette urgence climatique dont on parle. J'aimerais votre position sur ce sujet. Manifestement, vous ne me connaissez pas parce que dans le débat public, je suis connu comme étant un immonde pro-nucléaire et pas récent. Hein. Ça fait une dizaine d'années que j'explique, enfin que j'essaie d'expliquer que l'énergie nucléaire n'est certainement pas la solution pour lutter contre le changement climatique, mais j'ai toujours dit que ça faisait partie de la solution. Et donc, lorsque typiquement il y a 2 ans, la centrale de Fessenheim a été fermée, j'étais vert de rage. Pour moi, c'était vraiment une erreur majeure de fermer une centrale qui était en parfait état de fonctionnement alors qu'elle pouvait nous apporter de l'électricité. Rappelez-vous que les énergies fossiles qui sont économisées, enfin les émissions de CO2 qui étaient économisées par l'existence de la centrale de Fessenheim, c'est l'équivalent de tout le transport aérien français. Hein, donc on voit que c'est quand même c'est pas rien quoi. Donc oui, le nucléaire. Donc vous me posez la question. Pour moi, le nucléaire fait partie de la solution. J'aimerais que vous l'expliquiez en fait. Voilà, vous expliquez votre position parce que effectivement, je connais la vôtre, mais je pense que les Français sont dans le flou artistique par rapport à toutes les positions des personnes qui s'expriment sur ce sujet, à la fois des climatologues, tout comme effectivement des hommes politiques et femmes politiques. Donc le nucléaire, personne ne conteste que le nucléaire apporte une énergie qui est décarbonée. Donc il faut mieux avoir du nucléaire, il faut mieux faire son électricité avec du nucléaire plutôt qu'avec du charbon ou du gaz ou du pétrole. Bon, tout ça, personne ne le conteste. Il y a des gens maintenant qui contestent que par ailleurs le nucléaire a des défauts et que par conséquent, il faut mieux se passer des énergies fossiles, mais aussi du nucléaire. Et donc ma position, c'est qu'il va être extrêmement difficile de se passer des énergies fossiles et chercher à se passer des énergies fossiles en même temps que se passer de l'énergie nucléaire, ça devient carrément une mission impossible. Donc le nucléaire permet de faciliter un petit peu la transition vers une énergie non carbonée. Ma position aussi par rapport à ça, c'est que les défauts de l'énergie nucléaire qui sont réels, maintenant sont très largement surestimés dans le débat public. Je pense que les risques du nucléaire ne sont pas si élevés que ça, et en particulier si on les met en regard du risque du changement climatique. Je pense que en particulier d'abord le risque des accidents, mais aussi les conséquences des accidents ont été très largement surestimé. Je pense que la problématique des déchets nucléaires n'est vraiment pas un problème. C'est-à-dire que la solution technique qui consiste à l'enfouir à 500 mètres de profondeur, c'est une solution qui est parfaitement raisonnable. Les géologues nous disent que si on met les déchets à cette profondeur, dans cette couche d'argile, eh ben, ils ne vont jamais ressortir à la surface. Donc moi, je fais confiance à ces experts qui m'expliquent ça. Et donc, je considère que la problématique des déchets qui est souvent mise en avant n'est pas tellement un problème. Donc voilà, du coup, c'est ça qui me rend pro-nucléaire, parce que ça fait partie de la solution et ça permet d'envisager de rester dans une société qui ressemble à peu près à celle qui est aujourd'hui, en limitant notre impact sur le changement climatique. Là, on parle de l'énergie effectivement nucléaire comme positive, comme une solution effectivement. Évidemment, ça nous fait penser faisons partie de la solution. Faisant partie, de la solution. Évidemment, ça nous fait penser aussi aux impacts d'une éventuelle guerre nucléaire dont on parle très souvent depuis quelques mois avec cette guerre en Ukraine. Quels seraient les impacts climatiques en cas de guerre nucléaire ?
Alors c'est intéressant parce que je viens de publier un article dans une excellente revue qui s'appelle Science et Pseudosciences, qui est actuellement en vente en kiosque. Et donc dans le précédent numéro, il y avait justement, j'avais écrit un article sur les conséquences climatiques d'une guerre nucléaire. Alors dans la littérature scientifique, il y a plusieurs articles qui essayent justement de calculer quel serait cet impact. En fait, et l'idée c'est que si une guerre nucléaire va conduire à des énormes incendies sur les villes qui seront visées par les attaques nucléaires, ça va disperser des particules dans l'atmosphère et par conséquent, ça va conduire à un refroidissement généralisé qui, lui, pour le coup, pourrait avoir des conséquences absolument globales. C'est-à-dire que même les pays qui ne seraient pas touchés par la guerre nucléaire seraient, touchés justement par cet hiver nucléaire qui serait une conséquence de cette particule qui serait dans l'atmosphère. Et on parle de baisse des températures de 20 degrés, quoi. Donc c'est quelque chose qui serait absolument considérable, qui conduirait à une perte des récoltes et donc potentiellement à une extinction globale parce que justement il n'y aurait plus de quoi nourrir la population. C'est ça, une famine totale. Dernière question qui est bien plus globale, mais est-ce que l'homme a une totale responsabilité, ou une responsabilité en tout cas très importante, dans ce fameux dérèglement climatique dont on parle? Est-ce que finalement, c'est ce que disent tous les jeunes d'ailleurs, les générations antérieures sont responsables de la situation actuelle? Le consensus scientifique est très clair. L'intégralité du réchauffement actuel, typiquement aujourd'hui, on est à un peu plus de 1 degré par rapport à la période pré-industrielle. L'intégralité de ces 1,1 degrés sont dues aux émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines. L'intégralité. Merci beaucoup, merci François-Marie Bréon d'avoir été avec nous et nous éclairer davantage sur ce sujet qui peut être flou pour certains, mais qui est vraiment une urgence, en effet, l'urgence climatique dont on parle beaucoup. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Au plaisir, bonne journée à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Paul Gomerieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Olivier Lallard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Olivier, vous êtes réalisateur, Paul, acteur. Vous venez nous parler d'un film qui m'a beaucoup touché, qui a touché toute l'équipe, qui s'appelle PD et qui est sorti le 27 décembre 2020, mais qui est malheureusement, j'allais pas dire heureusement, mais malheureusement toujours d'actualité pour les thématiques évidemment évoquées qui sont l'homophobie et le harcèlement. Film qu'on peut retrouver en intégralité et gratuitement sur YouTube. On ne va pas regarder tout le film parce qu'on ne va pas le dévoiler aujourd'hui, le spoiler. Vous serez chez vous et vous allez voir, vous allez passer un moment extraordinaire. Mais je voudrais juste vous montrer d'abord la bande-annonce et on se retrouve après. C'est ça là, PD. Arrête, mec, regarde comment elle est bonne, sérieux. Tu aimes bien ce mec? Enfin, genre, tu l'aimes bien ou... Vous esquive ou quoi? C'est quoi ce délire? Vraiment, tout le monde dit que je suis PD, t'es au courant de ça? Et vas-y, parle même pas avec moi là. Si t'es PD, dis-le-nous, ça ira plus vite. Fais gaffe, Hugo, hein. Thomas est mal, gros. PD, film d'Olivier Lallard présent sur le plateau avec Paul Gomerieux qui est avec nous aussi, acteur dans ce film. Le film raconte l'histoire donc de Thomas, que vous incarnez, qui découvre son homosexualité. Il est attiré par Esteban, c'est bien ça? C'est ça. Qui est lui en couple avec une fille un soir, une fête. Ils s'embrassent lors d'un jeu, ce qui arrive souvent à l'école. On ne sait pas trop forcément ce qu'on fait, comment, pourquoi.
mais de temps en temps, on le sait. De temps en temps, c'est pas trop. Puis le lendemain, Thomas devient la risée du lycée. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez vécu déjà avant, vous ? Moi, j'avais jamais vécu cette situation de harcèlement en milieu scolaire. Et du coup, c'était ça qui était un peu compliqué aussi à tourner. Parce que c'était pendant une semaine, subir, bon, à moindre échelle, parce qu'on est quand même de la fiction, mais d'être confronté à ça non-stop toute la journée, c'était quand même assez dur et éprouvant. Ouais. Olivier, de votre côté, vous aviez vécu ça plus jeune ou pas ? Alors non, par contre, il y a des éléments un peu autobiographiques dans le film, notamment la première scène où effectivement il y a des potes qui disent tout le temps mais pourquoi tu vas pas voir des filles ? Moi c'est quelque chose qu'on me disait tout le temps quand j'étais plus jeune, cette espèce de pression constante de il faut être avec une fille. Il y a quand même des éléments dans le film que j'ai vécu. Après moi j'ai pas vécu du tout de ce harcèlement là, mais je voulais en parler parce que justement j'ai entendu, au moment où j'ai fait le film, je me baladais beaucoup dans les cours de récré et j'entendais énormément l'insulte PD et en me renseignant j'ai vu que c'était l'insulte la plus utilisée en milieu scolaire. Et donc je me suis dit pourquoi aujourd'hui, alors qu'on est dans une ère où c'est censé être un peu plus ouvert d'esprit, pourquoi ce mot revient à la mode en fait. Vous avez écrit ce film, vous avez quel âge ? C'était il y a 5 ans, du coup j'avais 30 ans. Vous étiez enseignant, éducateur ? Alors je travaille beaucoup avec les jeunes. Ouais. Je fais beaucoup de courts-métrages dans des milieux scolaires, donc des fois sur 3-4 jours, une semaine. Et je viens avec des jeunes qui parfois sont juste, par exemple, en 4e et qui n'ont aucune connaissance du milieu artistique. Et on vient et je leur explique comment on fait un film, on écrit, on tourne, et parfois même on fait le montage ensemble. Et parfois même c'est drôle parce que ça déclenche des vocations. Enfin, il y a des jeunes que je recroise 5-6 ans après qui me disent « Ah bah je suis en école de ciné aujourd'hui, parce que quand t'es venu faire l'atelier, ça m'a donné envie de faire du cinéma. » Et ça, c'est génial. C'est ce qui nous a plu aussi, effectivement, en parlant de ce film, PD. C'était à la fois l'univers artistique, bien entendu, la transmission, cette passion que vous avez pour le cinéma l'un et l'autre. Et puis, c'est aussi ces thèmes qui, malheureusement, existent toujours, dont on doit parler, parce que l'homophobie est de plus en plus présente dans la société, et c'est un vrai fléau. Et le harcèlement dont on parle chaque jour ici sur le Grand JT et sur School de manière générale. J'en reviens à cette thématique-là. Vous n'avez pas subi de harcèlement, vous n'étiez pas confronté à cela. Une immersion cinématographique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se confronte à des enfants qui ont vécu ça, à des éducateurs qui vous racontent des situations, à des bouquins. Comment on fait pour se plonger là-dedans ? Je me suis beaucoup renseigné. Après, moi, je suis beaucoup au contact avec les jeunes, du coup, ouais. dans le milieu scolaire. Qui vous ont livré, en fait, des situations ? Oui. Et puis, j'ai écouté des témoignages aussi, beaucoup avant le film. Avant de faire le film, je me suis aussi pas mal renseigné avec notamment un historien pour la séquence avec le professeur, puisqu'elle était vraiment cruciale, cette scène. Et je voulais qu'elle soit réussie parce que il y a un message qui est hyper important dedans. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que des fois, il y a des profs qui viennent me parler sur YouTube et qui me disent merci pour cette scène parce que quand on entend PD en cours, en fait, on ne sait pas comment réagir. Et il y en a même, ils m'ont dit, mais j'ai même honte, mais ça m'est déjà arrivé de faire semblant de ne pas entendre, en fait. Et je trouve ça grave. Et c'est pour ça que je voulais absolument mettre cette scène. Et il y a des profs qui me disent, des fois, qui nous disent merci parce que maintenant, on sait ce qu'on peut éventuellement répondre si à un moment on entend ça dans notre cours. Et puis il y a surtout cette situation qui est souvent relatée par les élèves, mais même, on dit les élèves parce que là on s'attelle aux jeunes, mais c'est aussi le cas pour les moins jeunes, c'est cette situation qu'on vit pour la première fois, où on se cherche peut-être, ou alors tout simplement on sait qu'on est homosexuel, mais on est dans le déni. Le déni, se dire à un moment non c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, il y a 2 personnages dans le film, le personnage du coup de Thomas qui lui découvre ça et effectivement il a du mal à l'accepter, mais en tout cas il a envie d'y aller. Et le personnage d'Esteban qui lui à l'inverse est dans ce qui est un refoulement total. C'est ça. Et ça pour le coup c'est quelque chose que j'avais aussi pas mal expérimenté, entendu, c'est qu'effectivement parfois les plus gros homophobes sont en fait des homosexuels refoulés. Et donc c'est une manière pour eux du coup là si Esteban s'en prend à lui, c'est parce qu'il voit en lui en fait il voit en Thomas une part de lui intérieur qu'il ne peut pas accepter en fait. Donc, il essaie de transcender finalement. Voilà. Par la violence, certes, verbale, ou même physique d'ailleurs, on le voit aussi. Mais effectivement, c'est une manière aussi de parler de différentes façons d'accepter ou d'accéder plus ou moins à son homosexualité aussi. Oui, il y a cette scène qui est hyper forte où il y a l'agression en fait et où on sent en fait dans cette séquence qui est un plan séquence de 3-4 minutes où on sent vraiment que le personnage d'Esteban est torturé et qu'en fait il est vraiment dans quelque chose
d'attraction et à la fois il le refoule et en fait il est constamment en train de faire des va-et-vient et c'est Thomas du coup qui en subit les conséquences. Il y a quelque chose qui est très intéressant et vous avez commencé à l'aborder, c'est le rôle des enseignants et surtout le rôle modèle que les enseignants peuvent avoir. Et on le sent dans le film, ce prof d'histoire, il est tiraillé entre d'un côté sa carapace de prof qui fait que quand on est prof, on n'a pas de vie privée, ou alors on a une vie privée entre guillemets normale. La maîtresse elle est absente parce qu'elle va accoucher, le maître il a aussi l'enfant qui vient d'arriver, il s'est marié, etc. Mais quand on rentre pas dans la norme, ou en tout cas dans ce qui est la norme convenue, ça devient tout d'un coup très difficile. Et là, le film, il aborde avec ce coming out un peu forcé d'un prof qui dit, vous le traitez de PD, traitez-moi aussi de PD. Dans la réalité, qu'est-ce que vous avez vu comme retour de prof? Comment ça se passe? Est-ce qu'en tant qu'enseignant, on peut le dire ou il faut pas le dire? Comment vous percevez un peu ce rôle de l'enseignant modèle caché dans le placard? Là, pour le coup, on a fait beaucoup d'interventions avec Paul depuis 3 ans sur le film et on a fait beaucoup de milieux scolaires très diversifiés, collège, lycée surtout lycée. Et on a des profs qui effectivement, on a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui nous disent moi je l'ai dit dès le début de l'année à mes élèves et ça passe super bien, et il y en a qui me disent moi en fait je peux pas le dire à mes élèves parce que clairement je sais que je serai en danger si ça pourrait être très compliqué, et donc parfois même ils nous en parlent pas mais on sent. C'est encore quelque chose d'un peu tabou. Il y a des profs avec qui on ne sait pas, mais on sent, ils me disent moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais on ne sait pas pourquoi, et en même temps on n'a pas à le savoir. Donc ça reste encore parfois très compliqué d'en parler. Et nous on nous appelle des fois pour des lycées, ou même il y a la dernière fois une proviseure qui nous dit j'ai eu un message anonyme dans la boîte d'un élève qui me dit je me sens en danger dans ma classe. Donc elle nous a appelé un peu à la dernière minute et on est venu, et effectivement il y avait du travail, quoi. Alors cette notion de danger, justement, j'en viens au harcèlement, car effectivement les deux sont liés dans ce film, c'est très clairement expliqué. Il y a ce que l'on sait de soi, de l'autre, ou ce que l'on ne sait pas et que l'on ressent, qui est déjà difficile à vivre lorsqu'on grandit à l'école, dans un milieu qui est un peu dur, un peu où les sentiments sont un peu exacerbés, en tout cas les émotions. Et puis il y a aussi cette réalité du quotidien dont on parle de plus en plus. On a parlé évidemment de Lucas qui s'est donné la mort il y a si peu de temps, mais de cette réalité de l'homophobie grandissante et du harcèlement présent à l'école. De ces harceleurs qui en fait peut-être pour certains n'ont pas la conscience d'être harceleurs, n'ont pas conscience de l'impact. Pour d'autres, malheureusement, le font quand même. Et puis de ces enfants qui sont effectivement ces élèves qui sont victimes d'une situation. Comment aborder cela sans revenir à dire, écoutez, c'est mal de harceler, c'est pas bien, etc. Et d'avoir un discours qui va un peu plus loin quand on est cinéaste, quand on est acteur, de donner une position un peu différente. Ça c'est compliqué, c'est toute la difficulté de la chose. Je sais pas si. En fait, souvent, quand nous on intervient en milieu scolaire, on n'est pas là pour blâmer ou pour pointer du doigt un comportement qui est bien ou pas bien, parce qu'en fait tout le monde a son point de vue, et du coup on n'est pas là pour dire t'es homophobe, c'est pas bien. On est juste là pour dire en mode t'as tes pensées, chacun a les siennes, mais t'es pas là pour intervenir dans la vie de l'autre en fait. Si t'as tes pensées, tu te les gardes pour toi, et t'es pas là à devoir empêcher une relation de quelqu'un, le harceler au quotidien. En fait, tout simplement, c'est laisse vivre les autres comme toi t'aimerais qu'on te laisse vivre. En fait, nous, c'est notre manière d'action à chaque fois quand on intervient en milieu scolaire. Cette culture de la différence, vous arrivez à la faire passer justement à l'école? Vous ressentez une appétence des élèves pour ça, des collégiens, les lycéens, pour se dire à un moment on est tous différents, si j'ai envie de porter une jupe, un machin, etc., de me maquiller, le genre, ma sexualité, ma vie, la langue que je parle, enfin bref, ce que je suis, peu importe. Est-ce que vous avez cette impression justement d'uniformisation dont on parle partout, et il faut que tout le monde soit logé à la même enseigne, que tout le monde se ressemble, que tout le monde soit pareil, ou est-ce qu'au contraire vous sentez au sein des écoles, des établissements et des élèves que vous rencontrez cette culture de la différence? Je dirais que le film, même au-delà de l'homosexualité et de l'homophobie, il parle de ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens d'une copine qui m'a envoyé un message juste après le film. Elle m'a dit moi, je suis pas lesbienne, j'ai jamais été concernée par le sujet, mais elle me dit moi, j'ai été très touchée par le film parce que j'étais cette fille à qui on parlait pas et qui était toujours au fond de la classe, parce que j'étais un peu bizarre. Et elle dit, du coup, j'ai été hyper touchée par le personnage. Et moi, ce message, il m'a touchée parce que je me dis, en fait, même quelqu'un qui n'est pas concerné par, en tout cas, qui est ni lesbien, ni trans, etc., peut se sentir concerné éventuellement par le film parce que ça parle de la différence et du rejet de l'autre. Et quand on va dans les établissements, il y a des jeunes, parfois, on fait le parallèle justement avec, et même d'ailleurs, très souvent, on dévie sur le sexisme parce que l'homophobie est très liée au sexisme. Parce que, par exemple, les insultes qu'on va lancer à des mecs,
gay, c'est des insultes qu'on a féminisées. Donc c'est tout de suite ramener l'homme au statut de la femme parce qu'elle est vue comme étant entre guillemets inférieure. Et donc en fait, le sexisme arrive toujours Un rapport là. de force. Voilà, et en fait, on se rend compte que beaucoup de différences sont très étroitement liées. Et en fait, c'est ça qu'on essaie d'avoir comme discours, c'est de dire que chacun doit vivre avec sa différence. Et parfois, on dévie même sur d'autres thématiques, le racisme. 4,6 millions de vues sur YouTube, c'est un énorme carton, très clairement. Et tant mieux, parce qu'il faut pouvoir justement parler de ces thématiques-là. Ça veut aussi dire que... on a l'impression quand même que les jeunes générations sont super concernées, sont super investies sur ce sujet, malgré le harcèlement qui est quand même présent, malgré l'homophobie qui est présente. On a ce sentiment que ça avance petit à petit et que c'est plutôt finalement génération d'avant, peut-être la mienne, celle d'avant et encore avant, de plutôt être concerné, être éduqué à ce sujet. Parce que ce dont on parle, quand nous on a vu le titre s'afficher, PD, c'est encore un choc et j'imagine que c'est pour ça que vous avez choisi. C'est-à-dire que c'est vraiment l'insulte qu'on utilisait il y a 30, 40, 50 ans encore. Je ne sais même pas si elle existe encore dans les cours de récré. C'est toujours l'insulte la plus utilisée dans les cours de récré. En fait, c'était une des raisons pour laquelle j'ai fait le film. Et c'est vrai qu'elle choque, mais à l'inverse, quand on se balade dans une cour, il suffit d'écouter 5 minutes et on l'entend plusieurs fois. Donc chez eux, c'est parfois un nom commun, malheureusement. Et c'est ce qu'ils disent dans le film. Pour eux, c'est pas homophobe, en fait. Pour eux, c'est comme dire bâtard ou connard. Sauf que dans les faits, c'est homophobe. Et oui, comme vous disiez, les générations comme d'avant... bâtard, c'est raciste, mais on s'en rend pas compte. Voilà. Après, il y a plein d'insultes, effectivement, même qui sont très sexistes la plupart du temps. Moi, je sais que dans les années 90, il n'y avait pas de repères d'homosexualité. On en parlait très peu. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des générations qui en parlent plus. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'il y a quand même un regain d'homophobie qui revient pour tout un tas de raisons. Nous, on le voit dans les milieux dans lesquels on va, que ce soit le milieu rural, qui est très compliqué, des milieux plus religieux, de quartier. Enfin, voilà, il y a quand même quelques milieux qui sont plus complexes que d'autres, où il y a toujours, malheureusement, beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on hésite, Paul, quand on reçoit le scénario, quand on a la proposition, est-ce qu'on hésite parce que j'allais dire l'histoire cinématographique, mais en tout cas, il y a quelques films où le fait d'assumer un rôle comme ça, d'homosexuel, ça a posé problème. Il y a le film parodique Another Gay Movie, où il y a un des acteurs qui, pour le 2, est parti parce qu'il voulait pas qu'on lui colle cette étiquette-là. Été 85, les comédiens expliquent que sur le tournage, il y a eu de l'homophobie pour eux, donc que c'était compliqué. Ryan Benzetti dans Clem, qui avait ce personnage homosexuel qui fait finalement un coming out hétérosexuel parce qu'il voulait pas que ça lui colle trop à la peau et qui s'est chopé lui-même une vague de haine parce que il jouait un personnage homo. Est-ce qu'il y a eu une hésitation quand vous avez reçu le scénario ? En fait, l'hésitation, elle n'était pas dans le fait que le personnage soit homo. C'était plus vis-à-vis de moi-même en me disant est-ce que je vais réussir à bien l'interpréter sans tomber dans un cliché ? Parce qu'il y a souvent des personnages qui sont très clichés et j'avais peur de ça. Et on avait pas mal parlé tous les deux quand même de se dire est-ce que le scénario il est pas cliché à tel endroit, ma manière de jouer, on s'est beaucoup adapté aussi à ma manière d'être aussi pour essayer de pas essayer de jouer quelque chose mais de l'être en fait. Et c'est vraiment ce qu'on s'est dit, c'est je vais pas chercher à jouer quelque chose. Je vais juste être, qu'on soit hétéro ou gay, ça changerait rien. Je pourrais être l'un ou l'autre là devant vous et ça changerait pour autant rien. Évidemment. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai essayé d'interpréter, c'est d'être en fait simplement qui je suis. Et ça, du coup, il n'y a pas vraiment eu d'hésitation à proprement dit sur l'arrivée du scénario à la lecture. Après, la suite, une fois qu'on a eu les retombées du film, là, c'était plus compliqué. Plus compliqué pourquoi ? Parce que je suis l'acteur principal, donc du coup, tous les commentaires homophobes, ils étaient très visés sur moi et mon personnage. On a reçu pas mal de haine, même du milieu LGBT aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils disaient ? Parce que je suis un acteur hétéro qui joue un rôle gay, et du coup, il y en a pas mal qui étaient là en mode... Parce que pour parler des choses, il faut pouvoir l'être, c'est ça en fait, selon eux ? Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je ne suis pas forcément d'accord avec plein de monde là-dessus. C'est que, en fait, je trouve cet argument totalement débile parce que, si dans ce cas-là, il faut être un vrai caissier pour pouvoir jouer un caissier, si on va par là, il faut être un vrai fou pour jouer ce que fait Jack Nicholson dans Au-dessus d'un nid de coucou. C'est le principe de l'engagement qui est en fait argumenté. C'est ça, c'est se dire si on n'est pas suffisamment engagé et qu'on ne connaît pas suffisamment la cause, on ne peut pas vraiment bien la défendre. Mais non, mais à l'inverse, on peut aussi être vraiment homo
homo, jouer un rôle d'homo, et puis faire un film pourri avec un message qui dessert la cause. Et il y en a des films qui desservent la cause. Donc en fait, je pense que ce qui est important, c'est pas de savoir s'il est vraiment homo ou pas. En fait, déjà, ça lui appartient. Déjà, il faut aussi savoir qu'on n'a pas le droit de le demander. C'est-à-dire qu'il y a un casting, j'ai interdiction, enfin c'est interdit par la loi, c'est de la discrimination d'arriver et de dire bonjour, t'es homo, non, tu sors, t'as pas le droit de faire ce casting. C'est interdit. Donc moi déjà, je ne comprends pas ça. Et au-delà de ça, en fait, ce qui est important, c'est le message du film, quoi. Évidemment. En tout cas, ce fameux être a été formidablement bien interprété. Très belle réalisation aussi, Olivier Lallare. Vous avez écrit entièrement le film ou coécrit ? Celui-ci, je l'ai écrit totalement, oui. Vraiment, bravo. Superbe film que je vous conseille d'aller voir très vite sur YouTube. PD, donc d'Olivier Lallare, avec Paul Gomerieux, un acteur principal qui incarne Thomas. Merci mille fois à vous deux d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous. Et puis, longue vie, il y aura peut-être un numéro 2 ? Ok. Sujet. Ok. Allez, comme chaque vendredi, on pose des questions aux enfants à l'occasion de la Saint-Valentin. Cette semaine, nous les avons interrogés sur cette fête et les relations amoureuses. C'est pas quelque chose de forcément utile ni obligatoire, mais pour ceux qui veulent et qui sont amoureux, c'est une occasion pour montrer leur amour à ceux qu'ils aiment. Est-ce que j'ai déjà été amoureux? Alors oui, 3 fois on peut le dire. Quand j'étais en primaire, j'aimais beaucoup la nourriture et du coup elle m'avait offert un paquet de bonbons et j'étais content. J'ai eu 3 relations du coup, mais celles-ci sont terminées assez rapidement par manque d'attention et tout ça, du coup j'ai arrêté. Quand j'ai des questions à poser sur ces relations, je demande à ma mère. Parfois à mon père parce qu'il est beaucoup plus indulgent que ma mère sur certains sujets. Ou sinon tout simplement cousin, cousine, on parle même avec frères et sœurs, j'en parle à tout le monde, on en parle sans gêne. Vous disiez que vous interveniez pas mal dans les écoles, justement. Est-ce que les élèves, enfin les jeunes, vous parlent d'amour lorsqu'ils parlent de votre film ? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Franchement, au collège, c'est encore pire, je trouve. Au lycée, ils en parlent un peu plus, mais on sent que ça les gêne. Quand ils voient les scènes de baiser dans PD, ils ont beaucoup de mal. Et ils nous disent, même pas forcément parce que c'est 2 mecs, mais juste parce que c'est un baiser et que ça doit rester privé, il y a de la pudeur. Ouais, ça doit rester... La pudeur. Mais ce n'est pas lié à la sexualité, au choix. Non, pas forcément. C'est vraiment le côté pudique. Il y a encore du mal à en parler. C'est pour ça que je suis très étonné de ces jeunes qui en parlent aussi facilement. C'est chouette. Vous aussi, pareil, même sentiment ? Ah oui, mais à chaque fois, c'est mais comment vous avez réussi à embrasser devant une caméra ? C'est embrasser, c'est rien. C'est drôle, c'est très drôle. Merci beaucoup Olivier Lallare et Paul Gomerieux d'avoir été avec nous sur School TV. Je rappelle le film PD à retrouver sur YouTube, un film qui a fait un carton, évidemment 4,6 millions de vues sur YouTube, c'est énorme. Et je pense que ça va continuer, le succès va que continuer, même si ça fait déjà 2-3 ans quand même. Ouais, on espère. Merci à vous, à très vite en tout cas. Mais maintenant, on retrouve évidemment Malika Ménard dans Souvenir d'écolier, comme chaque semaine. Et là, elle recevait Louis Albi. L'école, justement, s'il n'y a pas si longtemps que ça pour toi, quel regard tu portes sur l'école d'aujourd'hui ? Je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer. Moi, je sais que j'étais à l'école il n'y a pas du tout longtemps et qu'il y a plein de choses encore. Tu viens d'en sortir. C'est ça, qui n'allaient pas. Et il y avait aussi des choses qui étaient en développement et qui étaient très bien aussi. Tu penses à quoi qui n'allait pas ? Moi, je sais que pour tout ce qui est harcèlement, etc., j'ai pas forcément été énormément aidée par le personnel qui n'est pas renseigné, qui n'est pas forcément formé aussi à ça. Donc, je peux pas leur en vouloir. Toi, tu demandais de l'aide sur le J'en ai demandé, ouais. Et tu n'avais pas de réponse ? J'en ai demandé. Il y a eu de gros problèmes. Ma mère, carrément, est venue et ça ne changeait rien ? Ça ne changeait rien et les réponses étaient catastrophiques. C'était quoi ? Par exemple, mon année de... je ne vais pas dire l'année, parce que je n'ai pas envie de mettre la faute sur quelqu'un. Et je n'ai pas envie d'attirer la haine sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est du passé, que je suis passée vraiment outre. Et, donc sans donner de classe. Je ne donnerai pas de classe. Mais du coup, je m'étais fait harceler toute cette année-là, insulter de PD, etc. Toute l'année, vraiment un harcèlement très lourd. Et fin d'année, j'explose et je dis tout à mes parents. Je leur explique que c'est un enfer, que en fait, je Tu leur en avais pas parlé jusque-là ? Non, parce que j'aime pas donner mes douleurs.
Je les garde pour moi et je me dis... Mais franchement, t'es un garçon très très sage. On a beaucoup à apprendre de toi. Donc je me disais, n'en parle pas, tu continues, tu prends sur toi la tête haute et tu continues à vivre normalement. Et j'ai explosé et j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça, c'est plus vivable. Du coup, ma mère est allée voir le responsable de l'établissement. Je formule tout pour qu'on sache. Et il lui a répondu une phrase du type PD, c'est pas une insulte, on lui rappelle juste qui il est. C'est hyper violent. C'est très violent. Et ta mère, elle s'énerve pas à ce moment-là? Ma mère s'est beaucoup énervée. Oh, oui. Après, elle est très dans self-control comme moi. Du coup, elle a été assez... elle a eu des mots... elle lui a expliqué les choses, les termes, dans etc. Cet établissement? Ouais, j'y suis restée. Mais ça s'est beaucoup mieux passé parce que quand même, ma mère a... Ah oui, elle s'est énervée. Voilà. Elle s'est quand même énervée. Elle a quand même... C'est grave quand même. Fait ce qu'il fallait pour que ça se passe. Toi, t'étais pas là à ce moment-là? C'est juste un entretien. C'était juste un entretien entre eux. Et elle me l'a dit, elle me l'a dit récemment parce qu'elle m'a protégée de tous ces propos-là. Elle te l'a pas dit au moment où tu étais, elle te l'a dit après. D'accord. Elle a un peu pété un câble, je voyais qu'elle était très énervée, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais elle m'a pas dit exactement ce qui s'était passé est normal. Et dans les choses dont tu parlais juste avant, où tu disais qu'elles étaient en développement, qu'elles étaient des bonnes choses, tu penses à quoi? À côté de ça, il y a aussi beaucoup de... Moi, j'ai des professeurs qui m'ont beaucoup aidée et sans eux, je ne serais pas forcément là où je suis, je pense. Je peux donner des noms ou pas? Bah oui, là, tu peux. Donc, je peux... Ah, j'ai envie de pleurer. Donc, j'ai eu 2 professeurs d'histoire, une au collège et une au lycée. J'ai Madame Sauvager au collège, qui était une professeure qui m'a beaucoup aidée, qui était vraiment là pour moi et qui était adorable avec moi. Et au lycée, veux dire en dehors de l'enseignement? Qui était là, présente en tant que professeure, mais qui était là aussi pour veiller sur moi. Elle n'était pas là pour faire son cours de telle heure à telle heure, et elle gardait vraiment un œil sur ses élèves. Et pareil, au lycée, j'avais une professeure qui s'appelait Madame Amache, pareil, qui était adorable et qui était... avec qui on pouvait se confier. J'ai aussi Monsieur Gézo, mon professeur d'anglais du lycée aussi. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein que j'ai envie de remercier et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et voilà, je vous dis merci. et je suis très reconnaissant, en tout cas, de tout ce qu'ils ont fait pour moi. L'école de demain, tu vois ça comment? L'école de demain, j'espère une école beaucoup plus tournée sur l'ouverture, sur la société actuelle. Parce qu'il y a plein de choses qui sont en développement, qui bougent très très rapidement. Donc, apporter une certaine modernité, je pense que c'est déjà en train de se faire. Donc, ça, c'est cool. Et ouais, moi, c'est vraiment où les élèves sont plus considérés comme des êtres humains plutôt que des notes et des résultats. Je ne sais pas du tout. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un encadrement qui soit un peu... peut-être des formations un peu plus spécifiques sur comment aborder certains échanges entre élèves, comment parler d'éducation sexuelle, d'éducation pour le harcèlement, etc. Éduquer les enfants. C'est ça, éduquer les enfants. Avoir peut-être, ouais, c'est ça, plus un cours spécifique, peut-être 1 heure par semaine, 2 heures, qui soit vraiment fait, dédié à ça et qui soit récurrent, pas une fois de temps en temps, et si on l'a sauté, c'est pas grave. Que ce soit vraiment un cours obligatoire pour éduquer tout le monde, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un peu plus d'humanité. Donc ça peut pas nous faire du mal, un cours sur ça. En tout cas, je trouve que tu viens de nous en donner beaucoup. Bon, tant mieux. Ce petit moment qu'on a passé ensemble. Pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir partagé tous ces souvenirs. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt. Merci Malika. Allez, tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de School TV. Le co-living, la colocation New Look, c'est aussi une colocation qui naît de la suite des confinements, du télétravail aussi, des nouvelles habitudes de vie qu'on a toutes et tous pris ces 2 dernières années, allez 3 pour arrondir. Cet habitat partagé, on est en train de l'utiliser comme un nouveau vecteur de changement de société. Ça nous permet aussi d'imaginer une façon nouvelle de pouvoir cohabiter toutes et tous en société.
Tara? Alors, tout à fait, mais principalement, en fait, je pense que ces nouvelles formes de vie en communauté, qui, encore une fois, ne sont pas tout à fait nouvelles, mais qui sont remises au goût du jour et surtout spécialisées, donc avec des services dédiés pour un certain type de public, avec toutes ces spécificités, c'est aussi la résultante d'un certain nombre de crises sociales, sociétales, du lien social, de la crise du logement, aujourd'hui de l'inflation qu'on vit et de l'augmentation des coûts de la vie. Je pense que, et sans re-rentrer dans le débat, mais je pense qu'on a de loin dépassé le mode de vie complètement individuel du pavillon périurbain. Il faut prendre sa voiture tous les jours pour se rendre à ces diverses activités et qu'on retrouve la nécessité et le besoin du collectif. Le dispositif s'appelle Réconciliation au pluriel. Il réside, je cite, dans quelque chose d'universel qui renvoie simplement au désir des enfants d'avoir la tête haute et de rendre leurs parents fiers, comme des aspirations fondamentalement communes des familles et des professeurs. Fin de citation. On accueille le concepteur de réconciliation, Jérémy Fontagneux, agrégé de sciences économiques et sociales, professeur donc au lycée de la Croix à Drancy. Ce premier coup de fil, je voulais que vous le racontiez quand même. Donc vous êtes tout jeune prof, vous venez un peu comme une intuition finalement de dire aux élèves, enfin, en tout cas personne ne vous a dit de le faire, en formation on ne vous a pas dit de le faire, c'est vous qui avez cette idée, je vais embarquer les parents dans le truc, et à un moment il faut décrocher le téléphone. La vérité c'est que, et je l'explique dans le livre, c'est un accident, c'est-à-dire que je ne savais pas comment faire, je répétais aux élèves, il ne faut pas réviser juste la veille. Parce que la peu tous les jours, c'est votre la mémoire truc, la régularité, de la répétition, en particulier dans les quartiers populaires, les élèves n'ont pas forcément de facilité scolaire ou le capital culturel qui leur permet de retenir facilement le cours, donc il faut qu'il y ait de la répétition. Et puis il ne faut pas bâcler dans la vie d'une manière générale. Donc on est tous, on leur répète tous ça, nous, les professeurs et moi aussi. Mais ça ne marchait pas. Et du coup, pour les impressionner, je leur ai dit, à partir dans 2 semaines, en gros, après les vacances de la Toussaint, désormais, si à l'évaluation hebdomadaire, vous êtes en dessous d'une certaine note... C'est 4 sur 10, c'est ça, en dessous de 4 sur 10. Ouais. J'appellerai les parents pour les informer en temps réel. Quoi. Et en fait, ça devait être un coup de bluff. C'est ça, voilà. Sauf que... pas de bol, il y a un élève qui a moins de 4. Un tiers de la classe était en dessous de 4 sur 10, c'est-à-dire que les élèves étaient prévenus, et pourtant, et je leur ai rappelé la semaine de la rentrée, mais c'est plus fort que, d'une certaine manière, le contexte les pousse à gâcher leur potentiel. Donc moi, j'en veux pas, et mon collègue et moi qui, petit à petit, développons la méthode, on n'en veut pas aux adolescents, ils sont comme ils sont. Mais comme ils n'y arrivent pas, on n'arrive pas non plus, nous, à les secouer, donc du coup, je suis obligé de passer à l'acte, et c'est vrai que la première fois que j'appelle, c'est la peur au ventre, quoi, bien sûr. Et là, un parent qui décroche et qui dit « mais c'est super que vous m'appeliez ». Merci. C'est ça, là où ça va m'aider. J'ai eu beaucoup de chance, c'est de tomber sur les parents sur lesquels je suis tombé, qui m'ont en fait tous vous remercient en fait et vous disent on va y aller ensemble. C'est ça. Et plus les parents m'encouragent, plus du coup je gagne en confiance. Et c'est vrai que quelque chose qui nous a sauvés ou qui m'a sauvé entre guillemets, c'est que finalement, je tournais les choses de la manière suivante. Je ne les appelais pas tant que ça au sujet de la mauvaise note du jour, parce qu'elle appartient au passé, elle est là. Donc je ne les appelais pas tant que ça pour une mauvaise nouvelle, mais c'était davantage pour leur demander d'intervenir pour que la semaine prochaine, ce soit mieux. Et donc finalement, mon coup de téléphone qui devait être porteur d'une mauvaise nouvelle était perçu comme un signe d'espoir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est cet espoir-là qui fait que les parents, derrière, vont faire un boulot à la maison qui, moi, va beaucoup m'aider. Lucien, vous gardez quel souvenir, vous, de votre scolarité en Guinée? De très bons souvenirs, parce que c'est un pays où, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'étudier, surtout gratuitement, du primaire jusqu'à l'université. En tout cas, l'État offre ici cette opportunité, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Dans le public? Oui, c'est ça? Dans le public, oui, justement. D'accord. Donc cette gratuité, c'est ce qui est aussi rare, en fait, dans la plupart des pays de la sous-région, et en cela, c'est déjà pas mal. Après, on ne dira pas que c'est tout à fait rose, mais quand même, il y a des avancées. Peut-être le côté positif, effectivement. Oui, le côté positif, par exemple, c'est la gratuité, surtout de l'accès à cela. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, une fois qu'on a le bac, on a la possibilité ici d'être orienté dans une université privée et qui sera payée par l'État. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'étudier dans une université privée qui était payée durant 4 années par l'État. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous êtes d'où en Guinée? Je suis de Conakry. D'accord. C'est important parce que Mathilde disait effectivement que la situation clairement n'est pas la même si tu es à Conakry ou si tu es peut-être
dans d'autres régions, dans d'autres lieux de la Guinée, quoi, où forcément l'accès à l'école est parfois plus difficile dans les zones rurales. Exactement, oui, ça, il y a cette disparité en tout cas qui existe, bien sûr. Hein. Je prends l'exemple dans la ville de Conakry, par exemple, où il y a une forte concentration des universités privées, justement, et à ce titre, ça change un peu en fait par rapport aux villes de la province ou de l'intérieur du pays, hein, comme on le dit, et tous ces aspects-là, en fait, peuvent créer ici une certaine disparité, en tout cas dans l'accès. Et lorsqu'on prend aussi du point de vue primaire, l'école primaire par exemple, aussi, là il y a une très grande différence aussi par rapport aux étudiants, aux élèves par exemple qui étudient dans les zones rurales et aussi ceux qui étudient dans les zones, dans la capitale en fait, quoi. Et ça, cette différence, parfois, c'est plutôt avantageux pour ceux qui sont dans la capitale, mais sur certains points, pour ceux qui sont dans les zones rurales. Je prends l'exemple des cantines scolaires, par exemple, qui n'existent pas dans la capitale, mais en revanche, dans certaines villes rurales, en fait, ça existe. Et ça, on sait au moins l'importance de tout ce qui est cantine, en fait, et surtout que c'est gratuit aussi. Qu'est-ce qu'on partage exactement? Est-ce qu'on partage tout ou il y a certains équipements qui sont... On partage tout. Comme dans l'école du futur. Non, voilà, donc c'est ce qui peut être très joli aussi. Mais est-ce qu'il y a des équipements communs ou Alors, pour le coup, chez Colette, c'est donc un jeune qui va habiter dans le logement principal d'une personne âgée. Alors, c'est vrai que certaines personnes âgées sont un peu réticents au début de donner accès à tout leur appartement. Et c'est finalement ces personnes qui, au début, sont réticents, qui se retrouvent à partager exactement tout l'appartement avec le jeune. Donc oui, il y a des espaces communs mis à disposition. Le senior a le droit de garder une pièce pour lui s'il le souhaite. Mais finalement, la cuisine, le salon sont mis à disposition pour finalement créer du lien entre ce binôme. Beaucoup de tâtonnements, donc au début vous le décrivez avec beaucoup d'honnêteté, mais aussi quand même beaucoup de solitude, très peu d'accompagnement. En tant que vous êtes professeur, oui, mais en même temps, je vous plonge là-dedans et débrouillez-vous, quoi. Oui, en tant que professeur, pas juste sur. Ah non, les élèves vous les accompagnez. En fait, et c'est ça qui est, en fait, dans le développement de la méthode Chussel, mais je crois que tous les professeurs sont face à cette solitude. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que finalement, on nous dit à nous tous, allez-y, enseignez, lancez-vous, et dans la formation, on nous apprend à faire des cours à peu près structurés. Comme si par nos propres ressources intellectuelles, morales, charismatiques, c'est ça, comme si ça allait se passer de façon magique. Et c'est vrai que du coup, comme il y a des collègues, et en particulier durant l'année de stage, on se rend visite parfois, on se soutient, mais in fine, on fait souvent cours la porte fermée. Et du coup, c'est assez cruel parce que pour moi, comme pour beaucoup de collègues, le fait de ne pas arriver à mettre tous les élèves au travail est souvent vécu de façon culpabilisante. C'est-à-dire qu'on se dit, je ne dois pas être cette fameuse catégorie de super prof, je ne suis pas un héros en quelque sorte. Et le cœur de la méthode, c'est justement de sortir de cette vision un peu romantique du professeur génial qui parle lui-même. Au contraire, l'idée, c'est de travailler ensemble. On est plus fort quand on allie nos forces que quand on est seul face... Parce que dans cette notion de réconciliation au pluriel, il y a de réconcilier les élèves avec eux-mêmes, les réconcilier avec le travail, la réconciliation de l'école et des enseignants, mais il y a aussi entre enseignants quelque part. Oui. Alors je ne sais pas si c'est réconciliation, vous n'êtes pas brouillé, mais en tout cas au minimum de conciliation. C'est ça, mais même avec les parents, il n'y a pas de tension. En fait, c'est un malentendu. Et c'est vrai qu'avec les collègues, en particulier au lycée Delacroix, on est 200 professeurs, on a tous 3, 5, 7 classes. Les professeurs de langue, comme l'évoquait Emma, ont parfois 10 classes, donc 300 élèves. Donc le travail de coopération, de concertation et le fait de se donner de façon régulière des nouvelles de façon à tirer les élèves dans le même sens est assez peu développé et les élèves en profitent, entre guillemets, pour faire le moins d'efforts parce que c'est des ados, comme vous l'avez évoqué, pour toutes les raisons. Donc finalement, l'idée, c'est aussi, au bout de quelques années, de favoriser une conciliation entre tous les enseignants au profit des élèves qui sont bien fatigués en sortant des cours de Jérémy Fontagneux. Le décrochage scolaire est toujours important dans plusieurs pays d'Afrique, à commencer par la Guinée. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions à mettre en place rapidement pour limiter ce phénomène de décrochage concernant les filles ? Concernant les filles, déjà, je pense que c'est aussi des facteurs exogènes, par exemple des facteurs sociaux, notamment le mariage précoce. Il y a aussi un chiffre qui n'est pas très reluisant, malheureusement. C'est aussi que le pays est le deuxième pays au monde le plus pratiquant de l'excision, avec un taux de prévalence d'environ 96%, malheureusement. Et tous ces phénomènes-là, parfois, font que certaines filles n'arrivent pas à avancer dans les études, malheureusement, et ça, ce sont des facteurs peut-être qu'il faudrait ici toucher davantage. Alors, aux dernières nouvelles, le chiffre, en tout cas concernant l'excision, serait ici en baisse, mais encore, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. Et donc, en cela, on pourrait bien revoir beaucoup de choses. Mais
concernant l'éducation, la qualité de l'éducation aussi elle-même, c'est que aujourd'hui, on a un système d'examen qui est beaucoup décrié par beaucoup de personnes. Par exemple, un enfant dès la 6e année qui n'a pas son examen, on pense, ou bien beaucoup dans la société pensent que c'est un échec, il a échoué. Et dès que l'enfant à bas âge pense déjà qu'il a échoué, je pense que c'est le début ici d'un décrochage souvent qu'on ne voit pas du tout. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Enfin, non, pas de l'invitation. Non, l'invitation, vous êtes chez vous, vous savez. Mais merci de vos informations, on apprend toujours beaucoup de choses avec vous. Merci aussi à toute l'équipe. Merci au réalisateur Ulysse Touré. Merci pour le son, c'est Alexis Oustabassidis. Le maquillage, c'est Laure Audemont. La rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy, qui sont absolument formidables et que j'embrasse, qui font un travail absolument merveilleux. Roxane Sarfati à la post-prod. Bref, toute l'équipe de School TV. On vous souhaite une très bonne soirée et à lundi.